Quelle inspiration, quel déclic fait qu'à un moment donné, tu passes des grandes agences à l'éducation et à l'enseignement? Moi, ça vient d'une raison très simple, c'est que j'aime tellement ce métier que pour moi, c'est indispensable. Ce qui change, c'est les technologies qui évoluent, c'est l'arrivée de l'IA, de rendre compte qu'il y a plein de choses qui changent, auxquelles il faut s'adapter, qu'il ne faut pas s'adapter, qu'il faut prendre un le corps. L'intuition, c'est effectivement une place importante dans le métier, mais l'arrivée du digital, finalement, avec la réactivité, l'intention portée à la performance, ça fait aussi évoluer les mentalités. On a beau sortir d'une campagne, tout le monde nous a dit « Bravo, c'est génial, c'est hyper créatif, ça a fait vendre des produits, on a fait plus 30%. » Ça, c'est génial. Mais la fois d'après, on recommence à zéro. Ça nous a un petit peu plus conditionné aussi à réfléchir comme un créatif parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir comme ça quand on est en cours. Bonjour, je suis ravie de partager avec vous ce podcast sur les métiers de la communication. Chaque podcast propose un focus sur l'un des domaines auxquels nous préparons à l'ISCOM. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de la création et du design de marque. Alors, à l'ISCOM, nous sommes toujours en alerte sur les évolutions des métiers qui sont transformés par le contexte, par les nouvelles technologies, etc. Et chaque année, on met au point nos référentiels pour que les compétences acquises par les ISCOMiens soient exactement en phase avec les attentes des professionnels. C'est pour cette raison qu'on est l'école préférée des recruteurs, selon les études. Voilà. Alors, c'est aussi l'occasion pour ISCOM Nice, qui est installé depuis 4 ans dans la région, PACA, de mettre en avant les structures dans lesquelles les profils créatifs ont des belles opportunités de travailler, quelles sont les compétences attendues par ces structures et par ces professionnels. Et donc aujourd'hui, nous recevons, et j'en suis ravie, Olivier Desmaîtres, que tu te présenteras un peu plus tout à l'heure. En tout cas, merci de venir depuis Marseille jusqu'à Nice, on va dire. Plaisir. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et puis, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de 2 étudiants. Je m'appelle Clémence Rouland, je suis étudiante à l'ISCOM Nice, je suis niçoise. Et l'année prochaine, je pars en création et design de marque à l'ISCOM Nice. Donc moi, c'est Louis Goletto, je suis dans la même classe que Clémence en 2e année. Et je suis très intéressé aussi par la spécialisation création et design de marque à l'ISCOM Nice. Bon, ben ça tombe bien, on est dans le bon podcast. Voilà, on peut démarrer. Première rubrique. Allons-y. Allez, donc on va commencer par ton parcours, Olivier, parce que ta carrière impressionnante, déjà dans des grandes agences. En fait, comment on passe des agences dans lesquelles tu étais? Quelle inspiration, quel déclic fait qu'à un moment donné, tu passes des grandes agences à l'éducation et à l'enseignement? Moi, ça vient d'une raison très très simple, c'est que j'aime tellement ce métier que pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. J'ai 60 ans, j'ai commencé l'école un peu plus tôt, de le transmettre et d'essayer de faire en sorte qu'on l'apprenne bien, parce que je suis amoureux de ce métier. Et ce qui m'a donné le déclic de passer de directeur de la création d'agence à la formation, c'est parce que je me suis aperçu en agence que quand je travaillais avec des tout juniors, parfois même des assistants, parce que j'avais pas les grosses équipes, elles étaient toutes chargées de travail, etc. Et j'avais que des petits jeunes, et plutôt que de me dire ça va être compliqué, ils ont pas le niveau, j'ai pris le sujet à bras le corps et j'ai joué avec eux un peu le papa. En prenant les bases, etc. Et en fait, les résultats que j'ai eus étaient bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et je me suis retrouvé avec des gamins qui me sortaient des choses vraiment intéressantes, au milieu de tout un tas de choses qui ne l'étaient pas. Mais il y avait des choses qui étaient super fraîches, super intéressantes, et que des équipes avec 10, 15 ans de boutique n'auraient pas trouvé. Et je me suis pris au jeu, et je me suis de plus en plus attaché à travailler avec des jeunes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, et si je ne faisais que ça? Ça a coïncidé avec le fait que j'intervenais déjà depuis pas mal de temps, c'est toi qui m'avais appelé d'ailleurs, à l'ISCOM, où je faisais des masterclass, où je donnais des briefs, etc. Et puis un jour, l'ISCOM m'a proposé de monter une structure. Ils étaient assez surpris, je réponds oui, que je lâche tout, mais je l'ai fait, et franchement, depuis ça fait 7 ans et je prends un plaisir incroyable.
Je me rappelle, on n'était pas sûr que tu allais lâcher ta direction de création chez mais Publicis, en fait, j'en avais et on très en envie était parce que- ravis. J'en avais très envie parce que déjà dans ma tête, je me disais un jour, il faut que je fasse ça. Oui. Et je me suis dit, même traîne pas trop parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun publicitaire amoureux de ce métier comme je le suis Ouais. n'a monté une formation au métier de créatif publicitaire, ce que je trouvais assez dingue. Mais je suis le premier publicitaire à apprendre la publicité à des jeunes. Voilà, j'ai pas raté le coche et encore une fois, j'en suis ravi et tous les matins, je vais bosser avec un bonheur incroyable. Alors, culture publicitaire, on aura l'occasion d'y revenir. C'est ce qui t'a amené à monter le 4. Le 4, oui, le 4. Avec une, Au sein de l'ISCOM. au sein de l'ISCOM, ouais, avec une pédagogie assez particulière. En fait, ce qui me mettait un petit peu en colère quand je voyais arriver des étudiants pour faire des stages ou des alternances et que je voyais leur dossier, je trouvais qu'il y avait ce qu'il fallait. Enfin, ils étaient équipés pour trouver des bonnes idées, mais tous les travaux, assez souvent, la plupart du temps même, étaient à 50% de ce qu'ils auraient pu être. Et je leur disais, mais ça c'est bien, pourquoi tu l'as pas fait comme ça? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je dis, mais c'est pas à moi de te dire ça. C'est là où on te forme. Et j'étais en colère contre ça. Et quand j'ai monté le 4, je me suis dit, on va travailler avec une pédagogie qui est celle que je connais par cœur. Moi, je suis directeur de la création, je travaille avec des équipes. Mes étudiants vont être mes créatifs et je vais pas être leur directeur, je vais être leur directeur de création. Et on va aller chercher des briefs en agence. Donc, on va travailler comme dans une agence pendant 3 ans. Le but de ça, effectivement, c'est que le jour où ils sortent, ils ne voient pas la différence le passage entre l'école et le monde professionnel. Alors ça, c'est un point évidemment important, le passage ou la porosité entre les milieux professionnels et la formation à l'école. Et aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, c'est cette pédagogie-là aussi qu'on va développer à ISCOM Nice, puisque tu vas nous accompagner pour incarner la création à ISCOM Nice et pour développer ces profils créatifs. Tout à fait. Dans une région qui est la nôtre, voilà. Voilà. Et qui me va très bien parce qu'il fait toujours beau. Presque. Tu serais venu hier, je crois que je n'aurais pas dit la même chose. Donc, à la prochaine rentrée en 2026, tu vas nous accompagner pour notre plus grand bonheur. Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi, finalement, de sortir de cette culture du 4, enfin, voilà, de cette organisation du 4, en complément pour venir parce que pour moi, c'est la même chose, c'est me retrouver face à des gamins qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de trouver des idées et que je peux accompagner et à qui je vais donner l'énergie, à qui je vais donner la flamme. Voilà, ouais, que ce soit à Nice, à Dublin ou ailleurs, c'est le même schéma. Donc, j'étais venu pour les faire travailler sur un workshop il y a 2 mois. Souviens-toi. Et je me suis retrouvé face à des gamins qui étaient super curieux, qui avaient envie de bien faire, et à qui je donnais des petits tips, etc. Et on a passé une journée, et je leur ai dit à la fin de la journée, franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Voilà. Donc j'étais ravi, ils étaient heureux, et je pense que voilà, cet exercice répété tout au long de l'année, moi, on forme pas des gens qui sortent en étant bons. Parce qu'ils ont toute la vie pour continuer à apprendre. Moi, quand je suis sorti d'école, j'étais mauvais. Je me suis amélioré, j'ai pas dit que j'étais bon. Je me suis amélioré au fur des années. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'ils sortent de leur formation, de l'école, en ayant une énergie dingue et en aimant ce métier. À partir de là, c'est là où on peut progresser et devenir bon. C'est d'ailleurs cet atelier qui vous a donné envie de continuer en design et création de marque. Totalement, oui, c'est ça. Autre exercice d'ailleurs, tu accompagnes aussi nos étudiants sur le parcours de talent créatif. Ouais, et ça c'est un vrai sujet. L'idée c'est très simple, c'est qu'on a des sujets créatifs à l'ISCOM, entre autres des concours nationaux et internationaux, sur lesquels on a envie de mettre toutes les énergies créatives de l'ISCOM multicampus. Et donc l'idée c'est de les briefer sur 3-4 sujets créatifs, sur 3-4 briefs, et de les accompagner sur 2-3 mois, le temps de rendre les propositions au jury des concours, et les accompagner, de faire des points de passage, encore une fois, comme fait un DC dans une agence avec ses créatifs. On commence à défricher tout un tas d'idées au début, on commence à voir ce qui est de plus en plus intéressant, et on le pousse, et après on travaille un petit tour de clé par-ci, un petit tour de clé par-là, pour arriver à un produit qui nous semble le plus intéressant possible. Et ça permet aux étudiants de voir tout le processus créatif du tout début jusqu'au rendu des copies. Donc et ça permet surtout de voir
ça permet aux étudiants de déceler chez eux une envie pour la création. Certains se disent, mais en fait, je savais pas que c'était ça. Je trouve ça super intéressant. Et en plus, on a l'air de me dire que je suis capable. Donc ça provoque des vocations. Le parcours de talent créatif est accessible dès la première année. Et donc, ce sont des étudiants qui, à un moment donné, se disent effectivement, pourquoi pas et peut-être, et qui finalement trouvent une voie. C'est ce qui vous est arrivé. Totalement. On a fait tous les deux partie du parcours talent créatif. Et on est dans le même groupe en plus. Ouais, vraiment, on travaille tous les deux ensemble. Et puis, oui, tous les 2 mois, on a des briefs. Et Olivier est toujours disponible. On a des rendez-vous tous les mois ou tous les 2 mois pour faire un point jusqu'au rendu. Et oui, c'est des travaux en plus, mais en fait, c'est de la création. Donc ça vous a fait progresser, aime, ça vous a donné encore plus envie de faire de la créa? Ça nous a un petit peu plus conditionné aussi à réfléchir comme un créatif, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir comme ça quand on est en cours. Et là, c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté beaucoup de choses. Et puis les briefs sont très créatifs et très diversifiés, donc du coup, on a de tout ce qu'on aime. Ce qui s'est passé la première fois, c'était qu'on avait plusieurs briefs. En fait, on avait le choix parmi plusieurs briefs. On devait choisir celui qui nous inspirait le plus. On devait travailler dessus. Et à la fin, il y avait le rendu avec plusieurs briefs différents. En fait, c'est ce qui s'était passé. Super. Alors, donc, on est là pour parler des métiers. Donc, il y a beaucoup de métiers finalement quand on dit les métiers de la création. Ça couvre une palette extrêmement large. Est-ce qu'on peut, dans un premier temps, se dire qu'est-ce qui a changé dans ces métiers-là? Il y a beaucoup de choses qui ont changé et en même temps, ça reste le même métier. C'est-à-dire, notre métier, c'est trouver des idées. Ce qui change, c'est les technologies qui évoluent, c'est l'arrivée de l'IA en grande pompe. Il y a plein de choses qui changent auxquelles il faut s'adapter, même pas s'adapter, qu'il faut prendre à bras le corps. Mais et puis, ce qui change aussi, c'est que le métier se durcit un petit peu. Les annonceurs sont de plus en plus fébriles quand il s'agit de prendre des risques. Donc ils ont besoin de s'assurer que les produits créatifs qui sont susceptibles d'acheter vont plaire à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont compliqués dans le sens où aujourd'hui, pour arriver à vendre une très bonne idée, et une bonne idée, souvent, c'est intuitif. Ça répond pas à des réponses de data ou autre. L'intuition, c'est quand même la base de notre métier. C'est plus difficile, mais ça porte toujours autant ses fruits. Alors, oui, l'intuition, c'est effectivement une place importante dans nos métiers, mais l'arrivée du digital, finalement, avec la réactivité, l'intention portée à la performance, ça fait aussi évoluer les mentalités et la façon de voir les choses. Donc, il y a l'intuition, mais il y a tout de suite le résultat. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille en création, on doit pouvoir en prendre le côté efficacité, retour immédiat. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Tout ça, c'est des données qu'il faut maîtriser. Donc, on n'est plus le créatif qui réfléchit, qui propose des idées et qui dit démerdez-vous derrière. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est obligé de prendre tout le schéma en compte pour travailler créativement. Est-ce qu'on peut dire aussi que la chaîne globale s'est raccourcie, en tout cas, c'est linéarisé c'est-à-dire qu'en fait, un créatif aujourd'hui, il part de ses idées, bien sûr, de son intuition, de toute sa culture, etc. Mais est-ce qu'il doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la production et jusqu'au retour sur investissement finalement? Jusqu'à la production, bien évidemment, et de plus en plus. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, un créatif trouvait des idées et les faisait fabriquer par les autres. Avec l'arrivée de l'IA, un créatif, aujourd'hui, on va lui demander de fabriquer lui-même, de crafter, de mettre en forme, de finaliser lui-même ses idées. Ce qui est valable aujourd'hui pour l'image et ce qui va l'être très rapidement pour le film. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, un créatif devra trouver une idée et faire le film qui va avec. On sait qu'avec l'IA, ça va très très vite. On sait que ça coûte énormément moins d'argent que le schéma classique, avec maison de production, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on va demander à un créatif. Donc oui, la production, évidemment, elle est très importante et elle est prise en compte dans le métier du créatif. Est-ce qu'à l'ISCOM, on vous demande de produire? Et quelles expériences vous avez, par exemple, dans le cadre du Clap Festival? Comment ça se passe? Personnellement, à l'ISCOM, je trouve qu'on ne nous demande pas de produire avec l'IA. Maintenant, on nous soumet toujours l'idée. C'est pas parce qu'on produit avec l'IA qu'on va avoir des notes qui vont baisser ou autre. Maintenant, avec Clémence, par exemple, on se met souvent ensemble. On a l'habitude de créer nous-mêmes, par exemple, nos affiches ou nous-mêmes des choses comme ça.
et c'est souvent quand même mis en avant et c'est quand même c'est très bien vu de faire ça nous-mêmes. Maintenant, on nous l'interdit pas et c'est pas pour ça qu'on aura une mauvaise note. Oui, c'est un truc en plus de pouvoir faire nous-mêmes, par exemple nos mock-ups ou même tout ce qui est présentation, parce que pas tout le monde dans notre classe ou même dans tout l'ISCOM est aussi créatif et a aussi les ressources pour. Donc je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée. Et après, par rapport au Club Festival, c'est bien aussi de pouvoir être avec, entre guillemets, des professionnels qui nous montrent aussi une autre part du métier de créatif, donc tout ce qui est vidéo et montage. Et du coup, nous, on apprend énormément avec le Club Festival, du coup. Grâce à la CCI Nice Côte d'Azur, donc vous participez à ce concours qui permet donc à des entreprises de bénéficier du travail d'étudiants pour réaliser un film d'entreprise. Et cette année, quel est le thème? L'optimisme. L'optimisme est contagieux, c'est pas ça? Voilà. C'est ça. Bien. Donc en fait, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Et finalement, est-ce que ça développe des nouvelles compétences qui sont attendues par les milieux professionnels? Oui, oui, effectivement, le créatif aujourd'hui doit être hyper affûté sur tout le parcours d'une idée jusqu'au bout, de la stratégie jusqu'au produit qui sort, évidemment. On peut plus être créatif, c'est fini. Il y a eu ce temps-là. On a connu ça chez Publicis à l'époque. Il y a eu ça. Et dans d'autres agences, bien sûr. Vous me donnez un brief, je vous ai trouvé l'idée, pour le reste, faites. Voilà. Aujourd'hui, on est impliqué, on a besoin de connaître tous les rouages, qui font le mécanisme d'un objet créatif, d'un objet publicitaire. Et puis il y a la technique aussi, parce qu'effectivement, la technique aujourd'hui, on a besoin de maîtriser tous les éléments techniques qui permettent de produire, d'évaluer, de mesurer, etc. Alors cette spécialisation à l'ISCOM, elle s'appelle création et design de marque. Finalement, quels sont les métiers derrière auxquels on peut accéder? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire du design de marque? Qu'est-ce que c'est le design de marque? Le design de marque, j'ai pas de définition précise, mais le design de marque, c'est donner forme à une marque dans son esprit, dans ses signes, dans ses signes, dans la tonalité qu'elle veut envoyer, et ça passe par tout ce qui est visuel, ne serait-ce que par son logo, pour commencer. Un logo, ça raconte quelque chose. La même marque avec deux logos différents, elle va pas renvoyer du tout les mêmes ondes. Ça passe par les boutiques aussi. Qu'est-ce qu'on donne comme esprit à ces boutiques? C'est du design, à ses produits aussi. Enfin voilà, on reconnaît une marque à ce qu'elle envoie comme onde. Le but, c'est qu'elle ait des ondes différentes de ses concurrents, sinon ça marche pas. Il faut qu'elle ait vraiment une tonalité propriétaire. Et je me souviens plus du début de ta question. Qu'est-ce que c'est que la création et le design de marque? Voilà, moi, tu y as répondu. En fait, l'autre question qu'on peut se poser quand on développe des profils créatifs, quand on accompagne des profils créatifs dans notre région, finalement, c'est super, on fait de la créa, on s'amuse, on fait des choses enrichissantes intellectuellement et manuellement, enfin concrètement. Mais derrière, on travaille où? Dans quel type de structure? Parce que il y a les agences, bien sûr, qui sont des structures auxquelles on pense spontanément, et il y en a des très belles dans la région. On travaille avec Shakebees, qui est une très belle agence aussi et qui est proche de l'école, mais avec d'autres aussi. Mais il y a peut-être, alors il y a des agences plus digitales aussi, comme Green Bull, avec laquelle on travaille également. Et il y a peut-être aussi des très jolis postes chez des annonceurs qui attendent et qui recherchent aussi des profils créatifs. Qui ont besoin de profils créatifs, oui, tout à fait. Qui n'ont pas forcément l'envie de passer par une structure indépendante, par une agence, et qui veulent internaliser tout ce qui va être création chez eux, parce que c'est un circuit, d'abord ça coûte moins cher, et ensuite c'est circuit court, c'est-à-dire que je crée mon studio interne, et mes besoins sont gérés directement avec mon équipe. Et puis la culture d'entreprise, elle est acquise. La culture d'entreprise, parce qu'en fait ils forment des créatifs qui connaissent, qui comprennent l'ADN de la marque, et qui sont pas des gens qui vont travailler
en appoint pour la marque et qui seront pas forcément au centre de ce que veut dire la marque. Internaliser sa création, c'est justement aussi former des créatifs à la marque. Ouais. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un de mes dadas aussi, parce qu'en fait, il y a des secteurs auxquels on ne pense pas et qui ont besoin de créatifs. Par exemple, à l'ISCOM Nice, on a des étudiants qui sont en création et design, qui sont chez Thales, à Sofia. Donc en fait, voilà, qui au départ se dirait, j'ai envie d'avoir une carrière créa et penserait à ce genre d'entreprise. Et il y a des vrais besoins. Il y a toute la partie B2B aussi, avec les entreprises de grâce, pardon. Donc là aussi, il y a de très jolies choses et des choses très intéressantes à faire. Et c'est peut-être une idée reçue pour des jeunes qui ont envie de travailler en création, qui se disent je veux aller travailler sur Burger King. Voilà, tu m'en parlais tout à l'heure et tu me disais. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses intéressantes à faire absolument partout. Thales, ils vendent des radars, ils vendent des têtes de missiles, voilà. Et évidemment, on se dit pas, waouh, c'est là où je vais m'éclater. Mais Thales, ils ont une communication interne, ils ont envie et besoin de faire des choses qui sont séduisantes aussi. Et pour un créatif, ça peut être très épanouissant de travailler dans des structures comme ça. Il y a des idées reçues effectivement sur ce genre de marque, même sur le B2B. Je t'en parlais tout à l'heure. Le B2B, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'en fait, pour des créatifs, c'était aussi un terrain de jeu qui était incroyable. Parce qu'on a longtemps considéré que le B2B, des professionnels qui parlent aux professionnels, ça va pas être intéressant. Ça a été le cas pendant longtemps, c'était très rationnel comme communication. Mais aujourd'hui, ils se sont dit, en fait, est-ce qu'on va pas apporter un supplément d'âme au B2B si on commençait à s'intéresser aux gens et en se disant que ces professionnels, c'est avant tout des gens. Voilà, c'est des gens qu'on touche en B2C aussi. Donc, et bien en fait, quand on travaille pour eux, pourquoi on ferait pas des choses intéressantes? Et depuis, se sont développées des entreprises, des boîtes qui travaillent uniquement en B2B et qui font des choses incroyables. Moi, je regarde beaucoup ce qui se fait. Et il y a des choses qui sont, mais alors, d'ailleurs, il y a des awards maintenant, il y a des concours, des awards pour le B2B, ce qui était impensable il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits de vraie belle qualité. C'est notre responsabilité aussi en tant qu'école d'ouvrir et de montrer toutes ces belles opportunités. Et alors, on évoquait aussi quelque chose tout à l'heure sur la possibilité aujourd'hui, post-Covid, de travailler à distance. Finalement, il n'y a plus besoin d'être à l'intérieur du périphérique pour faire de la créa et s'épanouir dans ces métiers. Exactement. Dans les deux sens. Moi, j'ai des potes publicitaires de Paris qui sont venus vivre à Marseille parce que voilà, Marseille, mais qui continuent à travailler pour Paris. Parce qu'en fait, depuis le Covid, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin d'avoir un collaborateur sous la main pour qu'il continue à travailler. Et en fait, des réunions où on a besoin d'être là en présentiel, c'est une tous les 15 jours, ou c'est une présentation définitive devant le client au bout d'un mois et demi. Avant, avec la visio, on fait ce qu'on veut. Il y a même des créatifs qui travaillent de l'étranger maintenant, ou qui s'amusent à se promener, qui sont en mobilité. Exactement. Mais ça, c'est le monde moderne. Exactement. Et de plus en plus, et d'ailleurs les agences aujourd'hui ont pris des locaux plus petits qui ne peuvent pas recevoir tout le monde pour qu'il y ait une espèce de turnover permanent, pour qu'il y ait 20-30% des gens en permanence qui soient en télétravail. À distance. Parce qu'ils réduisent les coûts de location et les gens sont ravis de travailler chez eux. Ils se sont aperçus qu'en termes de rendement, c'était au moins tout aussi efficace. Donc, ils réduisent la taille des agences et puis chacun à son tour travaille en télétravail. Donc, c'est la preuve que... Et ce qu'on se disait aussi, c'est que le fait que ces populations créatives s'éparpillent finalement sur le territoire, ça développe aussi la créativité dans les territoires. Tout à fait. Moi, je rêve, et je pense que ça arrivera petit à petit, qui se passe en Allemagne. Aujourd'hui, les gros acteurs de la communication sont dans toutes les grandes métropoles en Allemagne. Il n'y a pas une ville comme Paris où toutes les grosses agences sont, et plus on comprendra et plus on se mettra à travailler en région et à produire des belles choses, plus ça va se diversifier et plus ça va se décentraliser. D'ailleurs, les agences parisiennes commencent à avoir des vraies belles antennes un petit peu partout parce que c'est le sens de l'histoire pour moi. Et je pense que très rapidement, les agences en province peuvent devenir des vrais challengers pour les agences parisiennes. De belles perspectives. Je pense. Alors, on passe à une autre rubrique, si tu veux bien. Les défis actuels de la créa. Il y a plein de défis. Il y en a dans tous les métiers de la communication et aussi à la créa. Aujourd'hui, les marques se ressemblent parfois beaucoup. Enfin,
Alors, comment on fait pour pas tomber dans la redondance finalement? Comment on essaye de faire émerger encore des différences entre des marques qui ont des produits qui sont parfois très similaires? Le problème, c'est qu'en fait, et c'est dans la communication automobile que ça se retrouve le plus souvent, c'est on ne veut pas prendre de risques, c'est des enjeux énormes, et quand il y a quelque chose qui marche, on reste dedans. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, je trouve ça effarant, on ne sait plus qui parle, que ce soit Alfa Romeo ou surtout les marques italiennes, tous les discours sont les mêmes. Et en fait, le problème, c'est que ça brouille les messages et on ne sait plus qui nous a parlé. La vraie solution, pour changer un petit peu ça, ce serait de se dire, je sors de ça, de convaincre un client, de se dire, non, on va pas faire comme tous les autres, même si on sait que c'est une recette qui fonctionne, et on va aller prise de risque. Intuition, voilà, c'est là où on y revient. Comme tu le disais, aujourd'hui, la prise de risque, elle est difficile. C'est difficile, c'est difficile, mais à plus ou moins moyen terme. Ça paye. Oui, ça paye, et dans l'autre sens, on se met en danger, parce qu'effectivement, je ne sais pas si tu as vu ce qui se passait dans la communication automobile, c'est dramatique. La surévaluation du conducteur, il est différent des autres, il est beaucoup mieux. Déjà, on n'y croit pas, et puis tout le monde nous dit la même chose. Donc, on écoute qui? Mais ça fait partie aussi de ce qu'on évoquait, c'est qu'en fait, un bon créatif, il suffit pas qu'il soit bon créatif, il faut qu'il puisse expliquer, convaincre, argumenter. Donc, il y a toute une partie soft skills aussi qui sont attendues. Ça, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours à mes étudiants. En tout cas, j'essaie de leur en faire prendre conscience. Je leur dis une idée, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est fragile. Faites attention à un truc, c'est que si vous ne savez pas argumenter, si vous ne savez pas la vendre derrière, tout ce travail que vous aurez fait en amont, il va partir à la poubelle parce que vous n'aurez pas su convaincre. C'est pas que l'idée elle est pas bien, c'est que vous n'aurez pas convaincu, vous n'aurez pas su la vendre. Et le travail, le travail qui consiste à convaincre un client qui est pas forcément d'accord. Et notre métier, il est intéressant quand on n'est pas forcément d'accord avec le client. Si vous allez montrer une idée à un client et qu'il dit super, je suis d'accord, c'est qu'on a mal fait notre métier. Ce qu'il faut, c'est le surprendre, c'est le pousser un peu dans ses retranchements. Mais pour ça, il faut être déjà, il faut être convaincu et il faut essayer d'être le plus convaincant possible. Et ça s'apprend. Mais il y a des gens ça s'apprend, mais toutes les personnalités sont pas les mêmes. Et il faut arriver à pousser les étudiants au mieux de ce qu'ils peuvent donner. Il y en a il faut les arrêter, ils s'arrêtent plus. Et puis d'autres qui sont très timides, qui ont du mal, mais en tout cas, j'essaie de leur faire prendre conscience que toute cette énergie qu'on met à trouver une idée, faut faire attention de ne pas l'abîmer quand on essaie de la vendre. Oui, absolument. Et puis tu évoquais aussi dans nos discussions antérieures l'humilité nécessaire, parce que tu mets toute ton énergie, tout ton cœur, toute ta passion, toutes tes croyances dans une idée, et puis finalement, à un moment donné, ça passe pas. Et il faut accepter, faire le deuil de cette idée-là. Et ça aussi, ça s'apprend. Ça, c'est un énorme travail. C'est un énorme travail qui a l'air de rien, mais la création, qu'elle soit publicitaire ou autre, c'est un acte intime, ça sort des tripes. Si on vous demande d'écrire un film, vous écrivez un film, vous êtes persuadé que c'est hyper drôle, vous avez montré ça à votre directeur de création, d'abord qui se marre pas et qui dit va retravailler, c'est pas bien, on repart, on est blessé. On est blessé, alors que c'est un métier, si ça va pas, on va chercher ailleurs, mais d'arriver à comprendre que, en fait, c'est pas nous qui ne sommes pas bons, c'est que on n'a pas trouvé la solution à ce moment précis-là, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que nous a dit qu'on n'était pas au bon endroit. Mais c'est très dur de repartir indemne. On a l'impression d'être mauvais, on se remet en cause, et moi je le vois avec mes étudiants, et j'essaie de leur dire c'est pas grave, mais faites attention, c'est pas vous qui êtes mauvais, c'est que juste ça, cette idée-là, elle ne correspond pas. Elle serait peut-être intéressante dans d'autres contextes, peut-être même pour une autre marque, mais là, c'est pas ce qu'on vous demande, donc non. Et tout l'intérêt de leur faire comprendre ça, c'est que derrière, en fait, il faut repartir à zéro. Et si on est blessé, on peut plus rien faire. Et dans ce métier, il y a plein de fois où ils vont se retrouver avec des projets qui vont se prendre à la figure parce que c'est pas ce qu'il fallait faire. Sauf que s'ils trouvent pas derrière, à un moment donné, on va pas les garder. Mais finalement, la créa, c'est un don, du talent, ou c'est du travail, du labeur? C'est les deux. C'est les deux. Je pense que je crois pas une seconde
au talent qui fait que d'un seul coup on va exploser, ou alors c'est extrêmement rare. Je crois pas non plus que le travail puisse tout faire. Je pense qu'il faut une petite prédisposition. Et c'est ce que j'essaie de faire quand je fais passer un examen un examen aux étudiants, pour juste savoir s'ils ont cette petite étincelle, et que derrière, je me dis ça peut décoller. Mais je pense qu'il faut des prédispositions, et après c'est du travail. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la publicité ou dans la création, c'est qu'en fait, comme je le dis souvent, vous êtes comptable, vous avez une addition à faire, même si elle est très longue, à l'arrivée, si elle tombe juste, vous pouvez rentrer chez vous. Vous ne pouvez pas faire mieux. Une idée, plus vous allez passer de temps dessus, plus vous allez l'améliorer. Ouais. Et le problème des étudiants, quand ils arrivent justement dans ce type d'études, voilà le brief, ils me rendent, voilà, j'ai fait ça. D'accord, mais tu as fait que ça? Ouais, parce que c'est ce que je trouve bien. Mais en fait, on s'en fout de ce que tu trouves bien. Ouais. Tu travailles pour plaire à tout le monde. Donc, est-ce que c'est la bonne idée? Donc déjà, il faut en chercher d'autres angles d'attaque, etc. On peut pas se pointer avec une seule idée. Donc si à l'école, il faut qu'ils l'apprennent à l'école, parce qu'en agence, on nous demande toujours d'arriver avec 3-4 propositions différentes. Ouais. Et le vrai danger pour eux, c'est de se dire, ben voilà, j'ai fait ça, je trouve ça bien, ou je trouve ça drôle, ou je trouve ça intelligent, donc voilà ma réponse. Non, il faut essayer de trouver d'autres pistes, en prenant le problème différemment. Et c'est comme ça mais ça prend ça prend du temps. Ça prend du temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert dans Parcours de talent créatif, vous dire, bah là, j'ai une super idée, je la pense formidable, mais finalement, Olivier vous a dit, oui, ton idée, elle est bien, mais tu peux faire autrement, regarder ailleurs. Mais voilà. Rien que le jour où il était venu pour nous faire un petit cours, c'est vrai que... L'atelier. Oui, l'atelier, c'est ça. Il nous avait donné un brief, on était parti sur quelque chose, et en fait, avec tout ce qu'il nous a expliqué, même après, on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est un petit peu... On aurait pu ouvrir Ah ouais, totalement, on était resté dans notre tête à la base, on s'est dit, mais c'est génial ce qu'on a fait, et juste de parler avec lui, en fait, après, on s'est dit, on aurait vraiment pu aller plus loin. Ouais. Donc, ça ouvre l'esprit, en fait, de... Même avec le parcours talent créatif, nous, on avait travaillé sur Miel, et du coup, on lui avait proposé plusieurs idées, et après, il avait choisi, je crois, la meilleure. Moi, j'ai un team d'étudiants à l'école qui m'a fait un truc qui résume exactement ce qu'est le métier de créatif dans la pub. Ils prennent un brief, ils reviennent me voir avec une proposition, je leur dis c'est pas bien, je leur explique pourquoi je trouve pas ça bien, j'essaie de les remettre sur des rails, ils retravaillent, ils reviennent me voir, c'est toujours pas bien, on essaie de discuter un petit peu, ils reviennent me voir une troisième fois, c'est toujours pas bien. Ils insistent, ils lâchent pas, donc déjà ça c'est ce qu'il faut faire quand on est créatif, et la quatrième fois, c'est vachement bien. Je leur dis, ben voilà, vous voyez, en fait, de retravailler, de pas lâcher. À un moment donné, ce que vous avez fait qui est pas terrible vous aide à trouver la bonne solution. Et je trouve que là, cette fois-ci, ça me plaît. C'est intéressant. Ils repartent, ils sont ravis. 3 jours après, ils reviennent, ils tapent à la porte, ils font, on pense qu'on a mieux. Alors que j'avais validé. Je trouve que c'est ça la création. C'est ça. Ils ont tout compris. Et tu l'évoques pour la publicité, mais c'est valable pour tous les métiers de la créa, Exactement. pour un logo, pour Exactement. Ne jamais se satisfaire. Le pire, c'est de se dire, ah, là, je suis satisfait. C'est cette forme d'humilité. Il faut à la fois être complètement convaincu, mais jamais être satisfait de ce qu'on fait. Toujours se dire, ouais, je peux aller plus loin. C'est là où c'est intéressant. Bon, ça vous décourage pas, j'espère. Non, pas du tout. Au contraire. Pas du tout. Il faut être tenace. Qu'est-ce qui fait qu'un portfolio sort du lot? Ça peut vous intéresser, ça. Oui, totalement. Alors, il y a quelques années, avoir un bon dossier, un bon portfolio, ça suffisait, en fait. Si on avait un bon dossier, si on était capable de faire des choses intéressantes, bah, ça suffisait pour trouver du travail. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, parce qu'il y a eu des bons portfolios, il y a beaucoup d'écoles qui forment des étudiants, à la sortie d'école, des bons portfolios, il y en a un peu partout. Il y en a même presque trop. Mais pour qu'on se souvienne d'un dossier, au milieu de ces bons dossiers, il faut le boulot, la campagne qui va faire que le recruteur va se dire « ça, je l'ai pas vu venir ». C'est pas juste bon, c'est inattendu, c'est moderne, c'est innovant, je m'en souviens. Et c'est de ce boulot-là uniquement que le recruteur va se souvenir de vous. Ce qui va faire que peut-être que 3 mois après, s'il cherche quelqu'un, il aura noté votre numéro grâce à ce boulot. Ou que si un pote d'une autre agence en disant « t'as vu des dossiers de jeunes sympas ?» Oui, j'en ai vu un, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut à tout prix avoir ce boulot qui fait que vous avez un dossier qui est du 14 sur 20, qui peut suffire pour rentrer dans une agence. Il faut celui qui a 18. Et là, vous passez devant tout le monde.
encore une fois, il faut faire mieux que les autres. Ça suffit pas de faire bien. On entend toujours remettre le travail sur l'ouvrage et puis toujours essayer de faire plus et mieux, quoi. Oui. Voilà, c'est jamais abouti, C'est jamais jamais abouti. terminé. Et donc c'est pas la quantité finalement dans un book, c'est la campagne, l'idée, La quantité, mais la créa qui va faire la c'est différence. pas du tout la quantité, parce que les étudiants que j'envoie en stage ou en alternance, ils ont entre 7 et maximum, gros maximum, 12-14 boulots dans leur dossier. C'est peu. C'est très peu. Mais voilà, mais il faut que... En fait, ces 8, 10, 15 boulots sont issus d'une sélection drastique sur... on a jeté plein de trucs pour arriver à ça. On n'a pas besoin de plus. Mais il faut que ce soit, à chaque fois, une balle entre les yeux. Vous en êtes où dans vos books, hein? Alors moi, je les refais plusieurs fois. À peu près toutes les années, je le refais parce que ça me plaît plus, ou alors j'ai des nouveaux projets qui sont meilleurs que les autres. Et là, je l'ai fini récemment pour la journée portes ouvertes de samedi qui a eu lieu. Du coup, je l'avais fini pour ce jour-là. Moi, je Oui. l'ai terminé il y a à peu près 3 semaines. Sauf que j'étais absolument ravi. Aujourd'hui, il me plaît plus. C'est surtout mon personal branding que j'ai plus. J'ai essayé de faire un petit truc. Il me convient plus. J'aime plus la couleur. J'aime plus le petit logo que j'ai fait. Il faut que je le refasse. Mais en tout cas, il est fini. Et c'est juste des couleurs et tout qu'il faut que je change. Une scène remise en question. Ouais, Toujours aller totalement. plus loin. Il vaut mieux ça que Oui. regarder son dossier un an après et on est toujours content. Ouais. Voilà, exactement. C'est ce que tu évoquais. C'est- Alors, est-ce que ça existe le syndrome de la page blanche quand on est créa? Parce qu'à un moment donné, on flippe en se disant, il Bien faut que je sûr. trouve quelque chose. Mais à chaque fois. Mais Et comment qu'on on gère ça, alors m'amène celui ou celle qui dit non, mais moi j'ai pas. Je pense qu'en prenant de la bouteille, on n'a pas peur, on sait traiter ce moment compliqué parce qu'on sait qu'on aura la solution dans les temps. Moi j'ai toujours c'est plus une peur parce que je la gère, à les maîtriser, je sais qu'à chaque fois je le trouve. Donc le fait de savoir que je vais trouver, j'ai plus peur les 2-3 premiers jours si je fais page blanche. Mais effectivement, ce métier, et c'est ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est qu'on se remet en jeu à chaque fois. On a beau sortir d'une campagne où tout le monde nous a dit « Bravo, c'est génial, c'est hyper créatif, ça a fait vendre des produits, on a fait plus 30%. » Ça, c'est génial. Mais la fois d'après, on recommence à zéro. C'est-à-dire qu'on remet toutes ces compétences en jeu et l'image que les gens ont de vous, parce qu'il va falloir faire bien, mais c'est pas sûr, c'est pas gagné d'avance. Donc, il faut arriver à gérer, c'est une angoisse... Quand on est jeune, oui, c'est stressant. C'est stressant. Et puis quand on a une semaine et qu'on voit 1 jour passer, 2 jours passer, 3 jours passer, Oui, 4 jours il y a le passer. délai. Ouais. Ouais. Les commerciaux qui Merci. commencent à arriver dans le bureau. Vous avez quelque chose? Parce que là, non, faut apprendre à relativiser parce que c'est pas simple. Vous l'avez vécu, vous l'avez Oui. senti ce moment? Ouais, beaucoup de Oui. fois. Après, on peut tricher dans l'autre sens. Et ça, j'ai appris aussi à le faire. C'est-à-dire que lors du brief, vous savez que vous allez avoir 15 jours de travail derrière, mais lors du brief, vous trouvez l'idée. Vous gardez bien de le dire. Ouais. Et puis vous avez 15 jours de Ouais, vacances. Bien. Alors, si on passe... Ah si, j'ai encore une question. Est-ce qu'on peut, pour un peu plus d'explications sur ces métiers-là, décrire les différentes étapes d'une campagne? Voilà, tu as le brief, tu en parlais, tu reçois un brief et tu dois sortir une campagne, que ce soit une campagne digitale, une campagne créa, que ce soit un univers de marque. On te demande une créa. Quel est le chemin et qu'est-ce qui se passe pendant les 15 jours que tu évoquais? L'idéal, ça se fait de plus en plus, mais à mon avis encore trop rarement, c'est d'être impliqué dans la réunion où le client vient briefer l'agence. Ah oui. Quand on est créatif. Ouais, parce ça, que c'est c'est un travail qu'on donne aux commerciaux et aux planeurs stratégiques. Évidemment, ils ont besoin d'être là. Mais on a très longtemps pensé que le créatif n'avait pas besoin d'être là et que le débrief qu'on allait lui faire de cette réunion lui suffirait à travailler. On s'est aperçu pas mal de fois que c'était une erreur parce que l'intuition du créatif faisait que on se pointait avec des campagnes qui correspondaient au brief, mais qui étaient complètement à côté, alors que l'intuition du créatif de base correspondait à ce qu'aurait voulu le Puis il y a client. la psychologie du client aussi, c'est bien aussi. Et puis C'est bien le des fois, créatif, il y a des- il fonctionne au déclic. Il va entendre un mot, une phrase dans un brief client, il va comprendre où il faut aller, il fait des raccourcis. Donc voilà, je trouve qu'impliquer le créatif, et moi j'ai essayé de le faire quand j'étais directeur de création le plus souvent possible, impliquer le créatif au moment où le client va dire voilà, j'ai ce nouveau produit à vendre,
ce nouveau service. Je vous en parle et vous me direz ce que vous pouvez en faire. Être là à ce moment-là en tant que créatif, c'est super important. Après, s'il y a le travail du planner strat qui se met en marche, et dans le Qui peut processus venir nourrir, en fait. qui vient nourrir, qui va donner des angles d'attaque, etc., des insights, Ouais. fait qu'à un moment, la direction de création, la partie commerciale et la partie planning stratégique va venir dans le bureau du créatif avec un brief. Le jeu de questions-réponses, le créatif va pouvoir poser toutes ces questions, mais ce sera des questions qu'il n'aura pas pu poser directement au client. Encore une fois, c'est dommage. Et puis à partir de là, il se met en marche. On lui dit, premier point créatif avec le directeur de création, 4 jours. Et là, au bout de 4 jours, il faut arriver avec il faut que ça parte dans tous les sens. Voilà. On a pensé à ci, on a pensé à ça. C'est des bouts de phrases écrits sur un bout de papier. On n'a pas besoin d'ordinateur, rien. Et on défriche. Et si dans ce premier point, on trouve quelque chose d'intéressant, on passe du temps à essayer de le faire un petit peu grandir et on repart avec un véritable axe de travail, ou 2 parfois, ou même parfois 3. Et 8 jours après ou 5 jours après, c'est un deuxième point. Là, il faut montrer comment ça vit, comment ça se déploie, comment ça se décline, etc. Et si c'est toujours OK, ensuite, on finalise, on craft, et là, on prépare la présentation pour le client avec les 40 slides de stratégie suivis des 30 slides de création. Et on doit fournir quelque chose de très probant pour Avec pour de le la client. créa hyper finalisée maintenant, Voilà. avec les moyens dont on dispose. Aujourd'hui, on fait des choses On ne va plus chercher un Rothman pour aller faire. ça n'existe plus, Mais ce ça, métier. voilà, Ce ça métier est n'existe mort. plus. C'est terminé. Absolument. Donc en fait, c'est le créatif lui-même qui va jusqu'au bout pour présenter Et puis le sa propre créatif, idée. en fait, il veut pas déléguer. C'est-à-dire que maintenant, avec l'IA, Ouais. il a la main, il arrive à produire l'image qu'il a en tête. Donc il apprend à prompter. Et c'est là où les créatifs s'amusent, c'est que ils savent qu'en promptant, ils auront une image. Et elle ne correspondra pas à ce qu'ils veulent. Donc ils modifient, ils changent de logiciel, etc. Jusqu'à temps qu'avoir l'image qui correspond exactement à ce qu'ils avaient en tête. Donc c'est pour un créatif, c'est génial. Aujourd'hui, en 2 heures, ils arrivent à avoir un résultat incroyable. C'est pratiquement une affiche finalisée. Oui, tout à fait. Alors j'aime bien le début des étapes un peu post-it, et c'était d'ailleurs un apprentissage dans le cadre du parcours de talent créatif. Vous attendiez au départ d'avoir quelque chose de finalisé pour discuter ou pour proposer à Olivier, mais Olivier, il n'arrêtait pas de me dire, dis-leur que juste à 3 mots, une idée, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de finalisé. Donc en fait, cet échange, parce qu'il n'y a rien de pire que de chercher. Mais je comprends votre logique. On veut montrer que le truc en a sous le pied. Mais sauf que passer du temps, c'est chronophage de finaliser, d'essayer d'aboutir une idée. Si elle n'est pas bonne, je le vois en 2 secondes, vous aurez perdu 2 jours. Je préfère avoir. On a pensé à ça, pas con. Et là, on discute. Et là, ensuite, on se dit, on va commencer à le mettre en forme. Et c'est ce que j'essaie de raconter tous les jours aux étudiants que je fais travailler. Je fais arriver avec des bouts d'idées. Première réunion, des bouts d'idées, on discute à bâton rompu et on voit ce qu'on peut en sortir. Après, vous aurez le temps de crafter. Ce sera pas plus séduisant si c'est crafté. Je m'en fous, j'arrive à me projeter. Vous voyez ? Ouais. C'est frustrant, Oui, c'est frustrant parce que je comprends que vous ayez envie d'arriver avec des choses qui soient déjà mises en forme parce que vous pensez que ça va être plus séduisant, plus simple à vendre. Mais en fait, non, parce que moi, vous arrivez avec un bout d'idée, je me projette, je vois exactement tout de suite ce que ça peut donner ou pas donner. Et c'est pas parce que vous m'aurez mis des petites guirlandes autour que ça va me séduire davantage. L'idée, elle est là. Ouais. Si elle est intéressante, ok, on appuie sur le bouton, là, on commence à la mettre en forme. C'est un gain de temps, quoi. Allez, on va passer à la rubrique du vrai ou faux. Donc, on n'est pas dans des réponses de 3 heures, c'est du assez lapidaire, si c'est possible. Et je vais vous laisser la parole pour poser les questions directement à Olivier. Tu commences ? Non, vas-y. Ok. Donc, vrai ou faux, on l'a abordé tout à l'heure, mais est-ce que la créa, ça se passe à Paris ? Bah non, j'ai fait une longue réponse, donc je vais la faire courte. Non. Ok. Maintenant, on va parler de tout ce qui touche à la création et à la tech. Donc, est-ce que l'IA va remplacer les créatifs ou pas ? Pas du tout. Elle va remplacer les créatifs qui ne veulent pas toucher à l'IA, ça oui. Mais l'IA, c'est un outil. Tout le monde a peur de l'IA. C'est un outil. Et alors, raison encore plus pour les créatifs, c'est-à-dire que si l'IA est bien incapable de faire un boulot, c'est la création. Si, elle en fait, mais ça n'a pas de sens. Et autant vous dire qu'on la teste, l'IA. On essaie de lui donner des tips pour trouver des idées, mais c'est pas concluant du tout.
Aujourd'hui, la création, c'est-à-dire fabriquer des émotions, c'est un travail d'humain. Peut-être que dans 5-6 ans, on en reparle et je te dirais, c'est en train de bouger, mais aujourd'hui, l'IA est incapable de fabriquer un storytelling correct. Par contre, elle peut intervenir en bout de chaîne pour une production. Bien sûr. Voilà, Bien sûr, et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que moi, je demande à mes étudiants de dire à l'IA, trouve-moi une idée sur tel brief. Et l'IA sort des inepties. Mais dans les inepties, souvent, il y a une petite phrase dont l'IA ne s'est même pas rendu compte qu'elle était intéressante, que le créatif, avec son cerveau humain, doit récupérer et de se servir comme base pour mettre en place une campagne. Donc c'est super intéressant, en fait. Et puis après, même techniquement, pour améliorer la qualité d'une image, etc. Oui, alors après, moi je parlais d'idéation, de concept, d'idées. Oui, il ne faut pas avoir peur de l'IA en tant que créatif, mais alors du tout. En revanche, c'est un outil de travail dont on ne peut pas se passer et qui est super intéressant et qu'il faut maîtriser. Oui. On continue ? Allez. Donc, apparemment, tout a déjà été fait, donc c'est impossible d'innover en création. C'est pas impossible. Chaque jour, c'est de plus en plus dur. Il y a des milliers d'agences à travers le monde qui travaillent à peu près sur les mêmes produits tous les jours. Évidemment qu'il y a des télescopages. Évidemment qu'une agence à Paris va faire la même chose sans le savoir qu'une agence à Sydney sur le lancement d'une nouvelle voiture à 3 roues, parce qu'on a les mêmes mécanismes. Donc oui, c'est de plus en plus dur de trouver une idée qui sort de nulle part. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et puis c'est même ce qui est intéressant, c'est d'arriver à sortir des choses qui arrivent de nulle part et qui surprennent tout le monde. Ensuite, pour tout ce qui est business, est-ce que le design, c'est surtout de l'esthétique ? En partie. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Oui. Enfin, on dit toujours que c'est de l'esthétique, mais c'est tout le contraire. C'est aussi du sens. C'est d'ailleurs la réflexion et du sens. Le design, évidemment que c'est de l'esthétique, mais de l'esthétique seule, non, ça marche pas. Et quand on discute avec quelqu'un comme Stark, il en est le premier à le confirmer. Lui, ça doit être beau, ça doit plaire, ça doit séduire immédiatement. Mais s'il n'y a pas un usage pratique, si c'est pas fonctionnel, si on ne sait pas quoi en faire, ça n'a aucun sens. C'est là pour améliorer aussi l'expérience utilisateur. Donc en fait, la pensée empathique, elle est super intéressante dans le design. Et vrai ou faux, est-ce qu'une campagne de communication doit forcément être responsable ? Il vaut mieux. Il vaut mieux aujourd'hui. Les marques se doivent d'être responsables et elles travaillent dans ce sens-là depuis déjà quand même quelques années. Si la communication pour les produits que vend cette marque l'est pas, il y a quelque chose qui coince quand même. Ouais. Oui, on se doit d'être responsable et surtout sur les coûts carbone que dépense une agence pour fabriquer une campagne pour un annonceur. Moi, il y a 15 ans, on prenait l'avion pour un oui ou pour un non, on allait à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on cherche des solutions locales. Quoi qu'il en soit, c'est même plus un plus, c'est une obligation. Il y a les temps de réalisation des campagnes qui ont été réduits et puis les coûts aussi. Oui. Ah oui. Et puis les coûts, on travaille pour beaucoup moins cher avec la demande de faire toujours aussi bien, ça c'est clair. Mais effectivement, oui, les coûts... Ou mieux, évidemment. C'est jamais assez bien. Oui, la communication, impérativement, se doit d'être responsable. J'avais aussi une autre question en plus. Est-ce qu'elles se doivent toutes d'être engagées, par contre ? Ça dépend. Ça dépend. Si tu fais une pub pour une boîte de haricots verts, je pense pas, non. Ouais. Mais oui, engagées, non. Ça dépend. Je sais pas comment répondre à ta question. Non, pas toutes. Pas toutes. Il y en a où c'est pas forcément le sujet. Mais certaines d'autres marques, oui, bien sûr. Okay. En tout cas, de plus en plus de marques, mais pas toutes forcément. Voilà, mais c'est vrai que c'est une attente. Allez, une rubrique encore plus rapide. Un petit jeu versus. Donc, du coup, on va jouer un petit jeu et on va te donner du coup 2 propositions. Donc, logo ou pas logo ? Logo, mais pas trop gros le logo. Les mots ou les images ? Tu demandes ça à un rédacteur et on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais moi je préfère les 1000 mots, moi. Ouais. Une identité noir et blanc ou une identité ultra colorée ? Ouais.
Tu te demandes de choisir entre Mont Blanc et des iguales. Moi, je suis plutôt Mont Blanc. Design émotion ou design fonctionnel? Les deux, mon capitaine. Les deux, l'un doit marcher avec l'autre. Ouais. L'émotion provoque l'achat et le fonctionnel fait qu'on le garde. Ouais, l'expérience utile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, absolument. Donc ça, c'est plus actuel, mais télévision, réseaux sociaux? Moi, je suis un grand fan de télévision, parce que j'ai toujours adoré écrire des films, mais puis c'est des formats longs, etc. Enfin, quand on peut. Mais je dirais réseaux sociaux, parce qu'en termes de terrain de jeu créatif, c'est sans fin. Parce que la télévision, c'est un schéma. Si on rentre dedans, on peut faire des très belles choses, mais ça reste l'écriture d'un film. Avec les réseaux sociaux, on peut travailler en activation digitale, etc. On peut faire des choses incroyables. Et je trouve que c'est une vraie récréation pour un créatif de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça laisse de la place à tout le monde aussi. Ça laisse de la place à tout le monde et tout le monde a sa chance. Ouais. Ensuite, Dior ou Cartier? Oula, je m'habille pas souvent en Dior. Moi, je dirais Cartier, encore une fois, avec mon prix de publicitaire, parce que depuis que Bruno Aveillant a fait le film Odyssée de Cartier, moi, je suis un grand fan de Cartier. Voilà. Bruno, qu'on avait en masterclass il y a 2 jours à Paris, à l'ISCOM, et on a revu sa bande. C'est génie, incroyable. Ouais. C'est vrai que ce film, il est quand même légendaire, on va dire. Incroyable, oui. Allez, tu viens de Marseille, Pernod ou Ricard? Ouais, c'est la même boîte. Hein. Non, je m'en fous du moment qu'il y a de la menthe dedans. Moi, mon truc, c'est le perroquet. Et la dernière, Harley Davidson ou Yamaha? Alors là, Yamaha. Parce que Yamaha, en R&D, enfin, c'est des fous. C'est de la technologie. J'adore ça. Et puis, ils sortent des produits qui... Harley, ce que je déteste, c'est que c'est la grosse moto pour le faux bad boy. Voilà, quand on a une Harley, il faut l'attirail, le blouson à franges. Il y a un truc que j'aime pas du tout. On peut être très très loin de tout ça et rouler sur une Yamaha, ça dégage pas du tout la même tonalité. Donc non, j'aime pas du tout Harley. Mais il y a une communauté Harley, un affect très fort à la marque. Voilà. Ouais. Mais dont je ne suis pas fan du tout. On respecte. Allez, on passe à une autre rubrique, Crash and Flop. Vous voulez y aller ou vous voulez que je le fasse, comme vous voulez? Allez, je vais sur le crush, vous irez sur le flop. Le crush. Une campagne, une identité, une tendance design que tu adores. Voilà. Moi, le gros crush que j'ai eu ces derniers temps, et je ne vais pas être hyper original, mais je vais expliquer pourquoi je l'aime, ce film, c'est le film Intermarché avec le loup. Parce qu'en fait, il prouve que ce métier a beau changer à vitesse grand V, que les technologies font partie que la technologie a beau faire ce métier, que la data, que machin, etc., le digital. Qu'est-ce qui fait un carton absolu sur la planète entière et qui fait 1 milliard de vues? C'est un film d'animation, mais qu'on pourrait qualifier de dessin animé, qu'on aurait pu faire il y a 30 ans. Ouais. Et ça, je trouve que d'un coup, ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça dit, voilà, une belle histoire. Ça a touché la planète entière. Je ne sais pas si Rihanna a fait 1 million de vues, quoi. Le film Intermarché a fait 1 milliard de vues. Enfin, c'est monstrueux. Et j'aime bien parce que ça raconte que les choses ne bougent pas tant que ça, finalement. Et que ce qui fait un vrai succès, c'est un truc qui est intemporel, qu'on aurait pu faire il y a 10, 15 ans, 20 ans. C'est une belle histoire, extrêmement bien craftée, évidemment. Mais ça reste quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce dont on parle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas aussi la chanson et la musique qui a participé au succès, justement, en allant piocher dans une chanson du patrimoine, finalement? Ça va aussi dans ce sens-là. Ça va aussi dans ce sens-là. Donc, je trouve que pour moi, c'est un objet... Elle fait du bien. C'est un objet incroyable. Et puis, je trouve que la deuxième chose qui me plaît énormément dans ce film, c'est que les créatifs de l'agence Romance ont eu l'intelligence de se dire de quoi on a besoin aujourd'hui. On est dans un marécage, on est tous pas bien, on est tous en souffrance, absolument. On a un contexte international qui est hyper tendu, on ne sait pas où on va. De quoi on a besoin? D'une belle histoire qui nous touche, devant laquelle on reste scotché,
3 minutes. Personne qui a commencé à regarder ce film ne s'est arrêté avant la fin. On rentre dedans, on redevient un gamin. Et je trouve que l'intelligence d'être allé à cet endroit-là, ils auraient pu faire plein d'autres choses. Je trouve ça formidable. Donc voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle je salue vraiment ce film. Ce qui est bien aussi dans ce que tu expliques sur ce film, c'est la nécessité pour des créatifs d'être conscients du contexte, quoi. Bien sûr. Voilà, toute cette culture générale, culture de ce qui se passe dans l'environnement est important pour un créatif. C'est-à-dire aujourd'hui, là, maintenant, on a besoin d'un bonbon publicitaire. Et ils l'ont fait. Donc, ils sont pas, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas touché à l'IA, ils ont fait un truc à l'ancienne, etc. Les dialogues, ils sont tout simples, mais ils sont bien vus, ils sont bien écrits, ils sont drôles. Tout marche. Résultat, jamais une pub a fait un buzz aussi international. Jamais. C'est dingue. À vous pour le flop. Et donc pour le flop, une tendance, une créa que vous n'aimez plus? Alors, une tendance que j'aime plus et qu'il faut vraiment arrêter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication automobile, que je trouve désastreuse et qui s'est complètement éteinte de par les enjeux de vente qui se cassent la gueule. Il faut surtout pas faire de bruit, pas se faire remarquer, mettre en avant le futur acquéreur. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Et en fait, je pense qu'on prend les gens pour des cons, quelque part. Je pense... Est-ce que ça fait moins vendre? J'en sais rien, mais en tout cas, non. Voilà, pour moi, c'est une tendance que j'aimerais voir s'arrêter. Ok. Ouais. Merci pour ces mots sincères et justes. Alors, on change de rubrique. Conseil aux créatifs de demain. Voilà, on est là aussi pour accompagner des futurs talents créatifs. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on développe sa créativité au quotidien? Il faut se remplir le cerveau droit. Parce que c'est la seule façon de lui permettre de ressortir des choses quand vous êtes en phase de travail. Si on met pas d'essence, on tombe en panne. Et comment on met de l'essence? C'est très simple. Hein. C'est sortir, c'est bouger, c'est aller voir des expos, c'est aller voir des pièces de théâtre, c'est lire. Et surtout, c'est être curieux. Ce qui est super intéressant dans ce métier, c'est qu'en fait, la publicité reprend un peu le fonctionnement des gens. Mais pour le connaître, ce fonctionnement, il faut aimer l'observer. Moi, j'adore regarder les gens, et, les écouter. Ça m'est déjà arrivé d'écrire des films parce que j'avais entendu une réflexion dans le métro, parce que c'était un insight, en fait. Donc, en fait, il faut aimer écouter, il faut être curieux de ça, il faut vraiment être gourmand de ça, regarder les gens. On dit souvent que les créatifs passent des heures à regarder les gens assis à la terrasse d'un bistrot. Moi, je peux passer 2 heures tout seul, sans personne, regarder les gens, imaginer la vie qu'ils ont, de par leur façon de marcher, de parler. Je trouve que c'est super intéressant. Il faut aimer les gens, il faut essayer de comprendre comment fonctionne la société, comment tous ces gens fonctionnent ensemble. Ça nous donne du matériel. Ça nous donne du matériel pour travailler, et puis pour essayer de faire des choses honnêtes, parce que si on s'en fout des gens, on peut pas travailler et sortir un produit honnête. C'est pour ça que dès qu'on a l'occasion, on vous donne des opportunités d'aller. Par exemple, tu as parlé du théâtre, mais aussi du cinéma. On est allé au festival Change for Space. Voilà, donc voir des films aussi qui étonnent et qui... ça donne tout s'orange dans le cerveau, et ça vous donne des tips d'un seul coup. Vous allez écrire un film parce que vous aurez vu un film de Kubrick à la médiathèque, etc. Votre film, en fait, c'est Kubrick qui l'a fait. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Kubrick, mais c'est grâce à lui que vous allez être capable de prendre une idée étonnante parce que vous aurez été nourri de Kubrick. Alors, ça marche pour tout. Donc, il faut de la culture générale, il faut de la culture artistique, de la culture design, de la culture publicitaire. Il faut beaucoup de choses, finalement. Oui, mais en fait, c'est sans effort. C'est sans effort. Oui, il faut aimer ça. Et quand on aime ça, on se nourrit de ça, on en a besoin. C'est pas on se dit pas, il faut que j'y aille. Non, on se dit, j'y suis encore. C'est plutôt ça. Super. Et quand on parle de compétences, alors ce serait quoi les compétences indispensables pour faire de la créa en 2026 et dans les 10 ans à venir? La même que pour moi, il y avait 10 ans. C'est pas une compétence, c'est une façon de travailler qui pour moi est super importante. C'est de pas penser qu'on travaille pour soi. En fait, on travaille pas pour soi et on en a rien à faire de savoir si ce que vous avez fait vous l'aimez. On travaille pour le consommateur.
Donc il faut encore une fois qu'on arrive à comprendre, à le décoder un tout petit peu. Et il faut qu'on se dise, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut le séduire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut lui plaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va comprendre? Et moi, je fais un exercice et je demande à mes étudiants de faire cet exercice à chaque fois. Je leur dis, une fois que vous avez une idée, avant d'arriver dans mon bureau en me disant « Ouais, on a une idée, elle est géniale !» Avant de faire ça, vous enlevez votre costume de publicitaire, vous passez de l'autre côté de l'ordinateur, vous mettez votre costume de consommateur et vous laissez le publicitaire vous raconter l'idée. Et vous allez voir que vous n'allez pas la trouver ni aussi drôle, ni aussi bien, ni aussi claire. Parce qu'en fait, vous aurez enlevé tout l'affect que vous aviez pour votre idée. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Et des créatifs m'ont déjà dit, on l'a fait, on retravaille. Parce que quand on travaille pour soi, évidemment qu'on trouve, on a tellement d'affect pour l'idée qu'on a trouvée, évidemment qu'on trouve ça bien. Mais est-ce que c'est bien? Pour ça, il faut se mettre à la place du consommateur, à la place de celui ou celle à qui ça s'adresse. C'est un vrai travail, mais il fait gagner beaucoup de temps. Et après, quand on va vers la création digitale, est-ce qu'il faut aussi de la créativité, de la réactivité, de la spontanéité? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des compétences supplémentaires ou autres à développer quand on est vers ces circuits qui sont extrêmement réactifs et extrêmement rapides? Bien sûr, il faut maîtriser tout le processus de A à Z, et pas uniquement, on le disait tout à l'heure, que de la création, parce que derrière, il y a l'analyse, l'efficacité, la réactivité, le fait de pouvoir changer en temps réel. Enfin, il faut maîtriser tout le processus, évidemment. Évidemment, nous, on fait un film, dans la publicité classique, on fait un film. Le seul truc qui peut mettre un terme au film, c'est un pré-test. Oh, ça a mal testé, bon, on va retravailler. Mais après, ça sort et on sait après ce que ça a donné. En digital, tout va beaucoup plus vite. Il faut savoir se reparamétrer pratiquement en temps réel. Alors, à quoi va ressembler le métier dans 5 ans ou 10 ans? Petite boule de cristal. Pour nous. Je pense voilà, pour vous. Je pense que l'IA va encore prendre de la place, et je pense que c'est pas un problème. C'est une nouvelle technologie, elle peut faire des choses très intéressantes. Je pense qu'on en aura moins peur. On aura appris à se détendre un peu par rapport à ça, et on va commencer à travailler avec et à se réapproprier ce que l'humain peut faire d'intéressant. C'est-à-dire que l'IA, en fait, le problème de l'IA, c'est qu'on lui demande un truc, elle va faire la même chose de Tokyo à Los Angeles. Elle s'en fout, elle y connaît rien, c'est un agrégateur d'infos, on lui demande des trucs, elle va ressortir ce qu'elle a déjà vu. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui va se passer dans les temps qui vont venir, c'est d'arriver à retrouver une singularité dans son travail tout en travaillant avec l'IA. Parce que on va remettre sa patte, sa direction artistique, et ce qu'on fera avec l'IA, le voisin sera incapable de le faire. C'est là où c'est intéressant. Rien qu'aujourd'hui, on arrive à déjà différencier, même en tant qu'étudiant, un travail qui est fait totalement par l'IA ou un travail on arrive à décerner en fait la touche humaine rien que dans un travail avec des étudiants à l'école. Et j'ai l'impression en fait que dès qu'on ne trouve pas ce côté IA, on a tendance à donner de la valeur au projet, même à des publicités qu'on voit à la télé. Par exemple, pour donner un exemple, Balenciaga. Très récemment, ils ont sorti une publicité avec des animaux qui a été totalement générés par IA et avec des produits de Balenciaga dans les mains. Et côté consommateur, pour une marque de mode, ça a été assez mal vu. Le fait qu'ils aient fait 100% d'IA pour un projet, ils n'ont même pas retouché la photo, ils ont juste laissé totalement faire l'IA. Peut-être qu'ils ont trouvé l'idée, mais ça a été mal reçu, contrairement à d'autres marques comme c'était Apple, je crois, qui ont fait une très belle pub où ils ont lié IA et humain. Et ça, par contre, c'était un buzz. C'était la pub avec les animaux. Avec les animaux, celle dans le musée aussi. C'était pas de l'IA, c'était de l'animation, des marionnettes, c'était filmé. Celle dans le musée où ils tournaient avec les... où ils allaient dans les tableaux. Non, c'est pas ça. Non, moi, je parle d'une pub où c'était des marmottes, des écureuils et tout dans la neige. Je ne voyais pas. Oui, c'était c'est Apple normalement, je crois. Oui, il rentrait dans les tableaux. Et encore une fois, celle-là a énormément plu aussi, parce que c'est l'humain qui gérait, c'est parce qu'ils arrivaient à donner des mimiques aux animaux, parce que ça faisait marrer les gens, parce qu'il y avait un truc il y avait une touche d'humain que l'IA n'aurait pas encore su faire ou pas aussi bien. J'espère que du coup, dans 5-10 ans,
ce côté-là va aussi prendre de la grandeur, le fait de mettre en avant et de mettre en lumière juste une collaboration entre les deux. Ça va donner de la singularité aussi, j'espère, aux projets qui auront soit été 100% faits par l'humain, soit en collaboration, mais pas 100% faits par l'IA. Ouais. J'espère que ce côté-là va être... Oui, l'interaction entre l'IA et l'humain peut apporter vraiment un plus dès lors que c'est encore l'humain qui maîtrise la chose, quoi. Ah oui, totalement. Et surtout, dans quelques années, j'espère que il y aura moins un impact aussi écologique sur la planète, parce que c'est un peu monstrueux l'impact écologique. Donc j'espère que d'ici quelques années, on pourra effectivement faire un peu une collaboration avec l'IA, si on peut appeler ça comme ça, mais sans détruire la planète, quoi. Il y a déjà plusieurs IA qui sont sorties. J'ai plus le nom exact, je l'ai sur mon ordinateur, cette IA. C'est une IA en fait qui est éco-responsable. Oui. Celle qui plante des arbres. Oui, c'est je sais pas si c'est Ecosia, voilà. Et apparemment, elle est beaucoup plus responsable que les autres, même si c'est pas 100% bien sûr. J'espère que ça va se développer. Parce que tout le monde utilise ChatGPT et personne connaît vraiment les IA éco-responsables et personne fait la démarche d'aller les connaître. Éco-responsable pour une IA, oui, pas encore fait exactement. Pas éco-responsable. En tout cas, un peu plus consciente des enjeux. Oui, voilà. En fait, à chaque fois qu'on pose une question à l'IA, ça plante un arbre. Donc, à chaque recherche, il y a un arbre qui est planté. Elle essaye de se racheter positive. Voilà. Mais c'est bien que vous ayez cette conscience déjà c'est compliqué. Du gaspillage fait par les IA et les alternatives. Rien que l'eau. Notre génération, elle est beaucoup consciente de ça, je pense. Plutôt que peut-être les jeunes générations ou les plus vieilles générations. Donc je pense que c'est un peu important aussi d'en parler, quoi. Après, le cerveau humain, il consomme de l'eau aussi pour fonctionner, mais peut-être en moins grande quantité. En moins grande, Mais oui, ça fait plaisir. Allez, on change de rubrique. Encore un jeu spontané de 3 minutes. Je te cite une marque et tu me dis une phrase. Ce que tu vois derrière cette marque, ce que ça t'évoque. C'est pas le jeu où je suis le meilleur. Elle est facile, Apple. Tu vois, c'est pas le jeu où je suis le meilleur. Non, dis-moi, Carglass. Allez, très bien. Non, parce qu'en fait, Carglass m'intéresse parce que ça vient démonter tout ce qu'on se raconte sur la création. Ok, c'est très bien. Allez, je te dis Carglass. Non, mais c'est une réponse courte, mais je trouve qu'on parle de création, d'affinité avec le consommateur, etc., d'intelligence, de planning stratégique, de plein de choses. Et on a Carglass, qui est quand même, pour moi, encore un phénomène. C'est le niveau 0 de la publicité. Et ça fait 20 ans qu'on voit des gars de chez Carglass nous vendre à la fin un petit aspirateur, etc. Ça marche, sinon ça se serait arrêté. Donc si ça continue, c'est que ça fonctionne. Et ça vient démonter tout ce qu'on vient de se dire. Donc ça m'intéresse aussi, Carglass, pour ces raisons-là. C'est le contre-exemple. En plus, Carglass, ça fait un peu aussi partie de notre enfance, parce qu'on le voyait souvent à la télé et c'est resté dans nos têtes. La pub de Carglass, c'est resté. Je me suis toujours dit qu'au bout d'un moment, les gens, quand même, commenceraient à en avoir marre, et puis ça se ressentirait dans les tests, dans les post-tests consommateurs. Mais non. Donc j'ai un profond respect pour Carglass, parce que je ne sais pas comment ça marche. Alors on peut dire que c'est une marque tenace quand même depuis, voilà. Mais donc, quand on est en 2026, est-ce que pour toi, une marque, elle doit justement être beaucoup plus agile, malléable, etc. Ou ce contre-exemple montre qu'il vaut mieux durer sur une idée, une façon de faire? En tout cas, c'est la preuve vivante que parfois, ne toucher à rien, et s'apercevoir que on a besoin de toucher à rien, surtout rien changer, ça fonctionne. Ça fait 20 ans et je pense que tous les indicateurs sont encore ouverts. Et puis je vois pas si un jour Carglass passait à autre chose, on dirait non, on déteste Carglass, mais s'il change, on va dire non, Olivier de Carglass, il est où? Ah ouais, non, vraiment. Remettez-le. Une question pour finir, pour conclure, à Olivier. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question? Peut-être comment nous rassurer, parce que c'est vrai qu'on a évoqué plein de sujets, même si personnellement, et je pense que Clémence aussi, on est toujours aussi motivé. Peut-être une phrase rassurante sur l'avenir par rapport à la création. Je ne sais pas si c'est une phrase rassurante, mais c'est vraiment ce que je pense. Je trouve que le métier de créatif dans la
création, que ce soit la publicité, le design, etc., on aura toujours besoin de créatifs. Toujours. Parce que ce qui crée le supplément d'âme d'une marque, c'est l'idée. C'est ce qu'on va raconter sur elle. C'est le storytelling qu'on va lui inventer. Le storytelling, je parle d'une marque qui veut faire un film ou autre. Ça peut être le supplément d'âme parce que vous aurez dessiné une bouteille de parfum qui va toucher les gens. Encore une fois, c'est l'humain, c'est le créatif, c'est le cerveau droit. Et on aura toujours besoin de ça. Une marque qui ne crée pas d'émotion, aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte. C'est terminé. Dans 6 mois, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on ne cherche plus à faire vendre des produits. On vend un état d'esprit. On vend un point de vue. Et ce point de vue, au départ, il n'existe pas. C'est nous publicitaires qui le créons. Donc, il faut être au bon endroit. Et tant qu'on fera bien ce boulot-là, on aura toujours besoin de nous. Toujours. Donc, oui, la création elle évolue, elle change, elle est en pleine mutation. Mais on aura toujours besoin du talent de créatif, que ce soit dans le design, dans le graphisme, dans la direction artistique, dans la conception. L'événementiel, on en dans parlait. L'événementiel. Dans tous les métiers de Il n'y la a que nous qui sommes capables d'apporter ça. Mais en fait, moi, je dis souvent, la communication, elle est profondément humaine. Voilà. Même si on utilise des robots, si on utilise des technologies, c'est toujours pour s'adresser à des humains. Mais l'émotion, il n'y a que l'humain qui est capable de l'apporter à l'humain. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est la création qui va porter toute cette différence. C'est rassurant. Il y a encore de la place à la création, à l'innovation, à l'inventivité et à l'envie aussi. Donc, ce sont des métiers de passion. Ah oui. C'est des métiers de passion, mais tellement. Si tu regardes ta montre parce qu'il est 18h pour savoir si tu peux rentrer chez toi, il faut changer de métier. C'est des métiers où, quand tu regardes ta montre, tu fais « Ouh là là, il est déjà 23h, je vais me faire engueuler. » Ça, c'est la création. On va quand même regarder notre montre parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant. Merci. On voit tout ce que tu souhaites transmettre et tout ce que ces métiers impliquent au sein des métiers de la communication. J'espère que de belles vocations vont continuer à émerger. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous deux, vous trois. Merci à Olivier et Clémence pour vos témoignages, votre participation. C'est important, ce sont vous les créatifs de demain. Et on est très heureux que vous ayez mis en avant aussi le sens de la responsabilité, des enjeux environnementaux, parce que ça compte aussi énormément. Et on voit cette passion que vous avez. Donc, merci à tous.